commencer par rappeler aux gens que le président actuel n'a aucun lien historique avec les Rwandais, c'est-à-dire son avènement au pouvoir n'a connu aucune aide ou aucun coup de pouce venant du Rwanda. En fait, là, sur ce point, nous devons tous nous mettre d'accord. Et puis, une fois que celui-ci est arrivé au pouvoir, il faut reconnaître que c'est un nouveau président qui arrive. Il a un calendrier. Il trouve des vrais problèmes sur la table, même si, d'une manière ou d'une autre, en étant opposant, il avait les questions, il connaissait, mais en arrivant au pouvoir, il y a des réalités qu'il trouve parce que là, il palpe ces choses en tant que dirigeant. Nous sommes devant les premiers faits qui est ces faits de l'infiltration. Parce que Tshisekedi qui vient au pouvoir, parce qu'il faut dire les choses avec tous ces détails, Tshisekedi qui vient au pouvoir n'amène pas ses généraux, n'amène pas sa propre armée, n'amène pas toute la machine administrative du pays. Tshisekedi vient se greffer à ce qui existe. Et ce qui existe est émaillé de tout ce que nous avons dit ici. Je sais que le docteur ne sera pas d'accord avec moi, je respecte son point de vue, mais je dis bien, dans la démarche de la diplomatie de Félix Tshisekedi, ce problème a ressurgi. Et il a trouvé bon de pouvoir accepter. Je vous rappelle que le M23 fait partie de l'Union sacrée. Vous savez, il y a des auditeurs qui nous suivent, il y a les multitudes de Congolais qui nous suivent. Il ne faut pas laisser certaines tâches dans leur compréhension. Lorsque M. Dominique dit que les M23 fait partie de l'Union sacrée, il aurait été juste d'expliciter la chose au lieu de laisser, parce que quelqu'un qui l'a suivi juste comme ça, là, vous comprenez, c'est que ça reste dans la tête. Il faut aussi éclairer que le M23 a été, qui a été défait, comme vous dites, défait en 2013. On utilise les termes de faire, mais en réalité, il y a eu des accords qui ont fait que ces gens réintègrent le Congo et passent à la vie civile. Il y a eu des accords. Les premiers accords ont été signés. Et un groupe de M23 se sont conformés à ces accords-là. Ils ont rendu des armes et ils sont rentrés à la vie politique normale, civile au Congo. Donc, ce sont ceux-là qui sont dans l'Union sacrée. Ils sont devenus un parti politique. De l'Union sacrée? Non, avant d'en arriver à l'Union sacrée. Parce qu'en 2013, l'Union sacrée n'existait pas. C'était d'abord avec... Actuellement, ils sont dans l'Union sacrée. Oui, mais ils sont arrivés à l'Union sacrée dans une dynamique de tout ce qui s'est passé politiquement pour en arriver là. Cette branche-là... Vous pouvez planter les décors. Non, mais cette branche... Moi, j'arrive à la conclusion seulement que le M23 est dans l'Union sacrée. C'est ça que... Non, mais vous avez créé une confusion dans les têtes de je ne suis pas le premier à le dire. Non, mais les M23 qui sont maintenant dans l'Union sacrée, ce n'est pas... Le même M23 avec qui on cherche à négocier. Les mêmes, parce que ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont refusé de se conformer à cette dynamique-là, d'aller à la vie civile. C'est la même chose lorsque cette CNDP est appelé à rendre des armes. Et il y a eu de ceux qui ont refusé se remettre à cette logique-là. Ils ont créé le M23. C'est comme ça qu'autour des M23, certains sont partis et il y a d'autres que Kagame a fomenté par la suite pour refaire la guerre. Mais les deux groupes ne sont pas les mêmes. Peut-être les noms restent les mêmes. D'accord. Quel dites-vous alors quand vous voyez ces bandits, permettez-moi les termes du M23, qui disent non, nous avions eu des pourparlers et nous avons nos officiels à Kinshasa même? Bonjour auditrices, bonjour auditeurs de Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise, émettant depuis New York City, avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. Nous vous remercions pour votre fidélité de nous suivre régulièrement chaque week-end dans notre émission hebdomadaire La Tautologie. Dans cette émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Le thème aujourd'hui est subdivisé en 3 points.
À savoir, l'actualité, c'est d'abord les hommages aux héros nationaux, c'est-à-dire Lumumba, Okito et Mpolo. En deuxième point, nous allons parler de la crise rwando-congolaise. Et enfin, nous allons parler de Kamere, innocenté de même que toute autre personne citée dans l'affaire de 100 jours, le programme de 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi. Avec moi, je suis avec M. Dominique Kabongo, politicologue, analyste politique, essayiste et ancien cadre de l'UDPS Fédération du Canada. Mais je ne sais pas, il s'est dit toujours ancien de l'UDPS, je ne sais pas pour quelle raison. Nous avons comme deuxième invité Dr Denis Mulunda. Il est cadre de l'UDPS Fédération des États-Unis d'Amérique. Il est vice-président de la fédération en charge de la région. Docteur, c'est quelle région que vous... Southwest. Southwest Region, donc, puisque l'UDPS États-Unis est divisé en 4. Donc, la présentation et la rédaction est de votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, la conception et la réalisation de Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Et nous vous rassurons que en ce moment, l'émission passe en direct sur la radio et aussi sur la télévision, mais nous vous garantissons que la rediffusion sera sur YouTube et aussi sur www.lavdc.net. Alors, chers invités, nous allons commencer l'émission tout de suite. Je commence par la crise qui est une actualité vraiment qui fait couler beaucoup d'encre. Défaite depuis 2013, le groupe de M23 a surgi fin 2021. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a finalement pointé du doigt le Rwanda comme le pays faiseur de cette rébellion. C'est-à-dire, le Rwanda appuie militairement, du point de vue logistique et technique, ce groupe armé. Pourquoi fallait-il attendre si longtemps pour les dénoncer? Je crois que tout simplement, tout d'abord, du point de vue, le Rwanda, le M23, c'est le Rwanda. J'ai écrit encore, il y a beaucoup de documentation sur ce point de vue-là, dont la mienne que j'ai écrit récemment ici. Le M23, c'est le bras séculier du Rwanda. Donc, à l'époque même de Joseph Kabila, on se souviendra de Lambert Mende qui disait « il n'y a pas de M23, n'existait pas, c'est le Rwanda ». Et il fut des faits, comme vous le soulignez bien. Subitement, il ressurgit avec des armes les plus sophistiquées, une capacité de nuisance incommensurable. C'est sûr qu'il y a une main noire derrière. Donc, ce qui a été courageux de la part de Kinshasa, c'était de pointer du doigt le Rwanda. Mais seulement, le pointer du doigt n'était pas suffisant. Moi, j'aurais voulu qu'ils aillent beaucoup plus loin, c'est-à-dire rompre carrément les relations avec le Rwanda, diplomatiques, et l'Ouganda d'ailleurs. On va y revenir sur les relations. Donc, laissez-moi terminer. Oui, je sais que vous allez aller en avant. Et de là, on aurait je crois qu'on serait dans une meilleure posture aujourd'hui que simplement dans celle de la dénonciation. Oui. OK. Docteur Denis Mulunda, pourquoi fallait-il attendre longtemps pour pointer du doigt nommément que c'est le Rwanda qui joue ces jeux? D'abord, il faudra rappeler aux auditeurs ici un condensé de l'historique même de cette guerre de l'Est, parce que pour quelqu'un qui va nous écouter tout de suite là, il ne comprendra pas pourquoi, selon votre question, c'est aujourd'hui qu'on désigne que c'est le Rwanda qui nous agresse à l'est du pays. Il faut d'abord reconnaître que ça fait plus de 20 ans que cette guerre existe et comment cette guerre est née. De manière beaucoup plus résumée, les étapes sont connues. La première étape, tout part de ces génocides qui se déclenchent en 1994 au Rwanda, lorsque les Tutsis sont chassés du Rwanda et notre pays, comme tout bon voisin, ouvre ses portes pour accueillir les réfugiés Hutus qui viennent chez nous. Et à ce moment-là, le FPR, conduit par Kagame, prend le pouvoir au Rwanda. Et entre-temps,
ses adversaires qui sont les Hutus sont pratiquement à quelques kilomètres là du Rwanda, mais chez nous, dans la République démocratique du Congo. Déjà, pour un type comme Kagame, il commence à réfléchir comment il faut barrer la route à ces Hutus qu'il pensait revenir les attaquer encore chez eux. Voilà comment ça coïncide avec les désirs qu'il y avait aussi au Congo de faire partir un dictateur qui était M. Mobutu, après 32 ans au pouvoir, un pouvoir autocratique. Mobutu fatigué ne voulait pas aller dans le sens du combat de l'opposition pacifique conduit à son temps par M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Peut-être ça nous aurait même évité tous ces décalages, escalades ici que nous avons à ce jour. Mais Mobutu va, par son entêtement, permettre à ce que une nouvelle guerre se déclenche, une guerre, au fait, une première guerre se déclenche à l'est du Congo avec des marionnettes congolais mélangées aux Rwandais qui, eux, avaient l'ambition de venir attaquer les Tutsis qui étaient réfugiés chez nous. Et cette guerre, c'est la guerre de l'AFDL. La guerre là fait que pour la première fois, nous avons des Rwandais qui arrivent à prendre le pouvoir chez nous en RDC et occupent même des postes de responsabilité, des hautes fonctions dans notre pays. Nous avons eu un chef d'état-major, on le dit toujours, on doit toujours le redire, un Rwandais, et après, plus tard, lorsque Laurent Désiré Kabila, qui est conduit par les Rwandais, se rend compte qu'il est empêché par ces Rwandais, il essaie de les renvoyer. C'est une deuxième guerre qui naît parce que ces Rwandais qu'on renvoie, ils ne veulent plus partir. Pourquoi? Parce que Kagame, dans ses stratégies, il a pensé que pour maintenir la paix chez lui, il doit avoir des éléments, ces éléments à lui, qui doivent avoir la main sur le contrôle du Grand Congo. Tout est parti de là, c'est-à-dire tous ceux qui rentrent, ils vont naître les RCD Goma et tout ça. Une deuxième guerre qui va partir de là. Quand Mouzé est tué dans les circonstances que nous connaissons, parce que ce n'est pas la question du jour, il y a Joseph Kabila, qu'on nous a présenté comme son fils, qui vient dans les affaires, qui lui répond dans une dynamique de négociation. Ils vont aller vers cette histoire de 1+4, où une fois de plus, on va mettre l'IDPS de côté parce qu'il y avait toujours des agendas. Et ces agendas étaient conduits sous l'impulsion des cartes en dessous des tables menées par les Rwandais. Et à ce moment-là, les RCD, qui sont encore des Rwandais, regagnent encore Kinshasa, regagnent encore le Congo, se replacent encore dans différents coins, avec des différentes fonctions, des hautes fonctions dans notre pays, et ils continuent à contrôler le Congo. Ça va évoluer jusqu'au point que une autre branche, parce que Rwanda, toujours avec l'envie d'avoir la main sur Kinshasa, va créer un Laurent Kunda. Avec des pressions internationales, Laurent Kunda est bloqué, il devrait comparaître. Rwanda va maintenant mettre de côté Laurent Kunda avec des accords qu'il y a eu, les premiers accords avec les CNDP. Le Rwanda va maintenant créer le M23. C'est toujours les Rwandais. Maintenant, pourquoi à ce moment, Kinshasa n'a pas pu avoir le courage de dire tout haut que c'est les Rwandais qui le faisaient? C'est parce qu'il y avait une forte complicité. Ça, c'est mon analyse en tant que scientifique, avec tous les éléments, les données que nous avons, les littératures, que quand vous récoltez toutes les littératures sur cette guerre de l'Est, vous allez arriver à cette conclusion comme nous. Les Rwandais contrôlaient de manière suffisante le pouvoir de Kinshasa jusqu'à l'avènement du nouveau régime qui est en place maintenant. Alors, c'est ça la vraie raison qui justifie que Kinshasa n'avait pas le courage ou n'était pas encore permis, parce que c'est les Rwandais qui les contrôlaient jusqu'à son temps, de dénoncer son maître. Et le pouvoir qui est venu, c'est un pouvoir avec les soucis de devoir trouver de solutions à tous ces problèmes qui se trouvent à l'Est, et dans toute sa liberté,
est dans toutes ses responsabilités, nous analysons la chose et nous dénonçons ce qui se passe. Et la première des choses, c'est de reconnaître que toute cette guerre de l'Est, depuis son déclenchement jusqu'à ce jour, c'est les Rwandais, les responsables matériels. Et oui, c'est ça la réponse à votre question. est-ce que, Dominique, vous êtes d'accord avec le docteur quand il dit que l'ancien régime ne reconnaissait pas que c'était les Rwandais qui étaient responsables de ces bavures et c'est seulement le nouveau régime qui vient de reconnaître ça, Dominique? Non, Lambert Mende l'a dénoncé plusieurs fois. La différence ici, c'est que c'est le président Félix Tshisekedi qui le dénonce. Cette fois-ci. Kabila l'avait fait aussi à l'ONU. Non, Kabila ne l'a jamais dénoncé. Il y a une image qui circule, je peux la voir, je vais vous l'envoyer, où il a dit clairement à l'ONU, après son discours des Nations Unies, il a dit, mais dans quelle langue vais-je vous le dire, c'est le Rwanda qui nous attaque. Il a dit ça. Si. Cette image existe. Cette image existe, donc je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est que le Rwanda, et il faudrait bien qu'on explique à nos auditeurs, quand nous parlons du Rwanda, nous ne parlons pas du peuple rwandais, nous parlons de Rwanda officiel. Donc, si nous tenons des propos extrêmement durs, ce n'est pas à l'encontre du peuple, mais plutôt des officiels qui sèment la désolation dans notre pays et dans la région depuis plus de 25 ans. Donc, ce n'est pas un secret que le régime de Paul Kagame a des visées expansionnistes depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis qu'il était d'ailleurs dans le maquis. Donc, la politique actuelle du Rwanda se base sur un aspect de pouvoir de grands conquérants. D'ailleurs, il y a plusieurs documentations qui circulent actuellement qu'on voit. Donc, il faut que le Congo soit à genoux. D'où il y a aussi l'aspect commercial et il y a aussi un aspect anthropologique. Vous savez, les peuples limitrophes, il y a toujours, on peut dire, un mélange méli-mélo sur les pays frontaliers sont comme ça. Donc, on utilise parfois le fait qu'on retrouve certaines populations de part et d'autre pour justifier un soubassement politique. C'est ça la politique que mène le Rwanda, et sans compter l'aspect commercial des choses. Donc, lui ne changera pas sa politique. Ce qui est important pour nous, les Congolais, c'est de pouvoir savoir que nous avons 9 voisins et nous avons 2 en particulier qui sont extrêmement belliqueux, dont je cite le Rwanda et l'Ouganda. Par conséquent, en observant la démarche qu'a pris le gouvernement actuel, j'ai vu que le président a plutôt privilégié la voie commerciale. Il est allé vers eux en essayant de mettre la paix et signer les accords bilatéraux pour avoir des échanges commerciaux. Peut-être que ça allait finalement mettre fin à toutes ces guerres. Parce que je vous ai déjà dit, et nul n'est sans oublier que les problèmes qui sont vraiment dans la guerre du côté de l'Est, ce sont des cas à caractère économique. Donc, je crois que cette démarche a prouvé ses limites, ou elle s'est soldée en échec, parce qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui n'écoute pas. Lui, il s'inscrit dans une logique de grand conquérant. Donc, même en étant de bonne foi, en allant vers lui, je pense que nous foutons le doigt dans l'œil. Raison pour laquelle je crois qu'il est grand temps pour la RDC de carrément rompre avec ces relations de bienfaisance, que j'appelle ça comme ça, permettez-moi le terme, parce que l'autre est dans une logique martiale. Ok, cela m'amène à la question suivante, Dominique. Donc, tenant le Rwanda pour responsable de la dégradation sécuritaire dans l'est du pays, les autorités de Kinshasa ont suspendu mercredi 16 juin tous les accords bilatéraux signés avec Kigali, dont celui sur l'extraction de parties de l'or de l'est de la République démocratique du Congo, entériné lors d'une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Goma en juin 2021. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution?
Suspension et rupture sont deux choses différentes. Je crois qu'il faut, si les pays doivent avoir des accords bilatéraux, mais encore, nous devons savoir avec qui nous faisons affaire. Nous sommes en face ici, je cite en l'occurrence Paul Kagame, un homme qui s'inscrit dans une logique expansionniste. Lui, sa politique est basée sur un Congo affaibli et il ne le cache même pas. Par conséquent, lui tendre la main, c'est une erreur pour nous. Moi, je pense tout simplement qu'à ce stade, après cette unième encore attaque du M23 à son bras séculier, je pense que la seule chose pour nous, pour le Congo, ce n'est pas seulement de rompre avec le Rwanda à ce stade. Et moi, je vais plus loin, je dis qu'il faut quitter même la communauté des pays de l'Est. Le Congo doit maintenant compter sur, le Congo doit compter sur sa force interne d'autosuffisance et d'autodéfense avant de pouvoir s'ouvrir avec les voisins avec qui on peut avoir des relations bien évidemment commerciales, mais lorsque nous serons dans un équilibre, parce que là, vous voyez, nous sommes dans un déséquilibre. Permettez-moi, donnez-moi 2-3 secondes. Le Rwanda nous attaque, mais nous nous retrouvons dans un organe supranation qui est ces pays de la communauté de l'Est avec le Rwanda dedans. Maintenant, on a en face de nous deux belliqueux, puisque l'Ouganda fait de la même chose, et on est lié quelque part au règlement d'ordre intérieur de cet organe supranation qui nous demande de suivre une certaine ligne de conduite qui dessert les intérêts des Congolais. Parce qu'on a déjà la MONUC, on a eu la MONUSCO, permettez-moi, on a eu la MONUC d'abord, et la MONUSCO, et le problème de l'Est n'est toujours pas réglé. Alors, est-ce que c'est cette force régionale qu'on propose? On reviendra sur la force. Laissez-moi terminer juste là, je chute. C'est cette force régionale qui viendra pour mettre fin à ces problèmes que les autres n'ont pas pu mettre fin. Moi, je doute fort. Donc, je crois qu'il faut que le Congo tire ses responsabilités et s'écarte de ces gens-là. Pour le moment. Docteur Denis, est-ce que vous pensez que cette histoire de mettre de côté les accords signés avec le Rwanda pourrait être le début de la solution? Oui, mais avant de répondre à votre question, il faut, vous savez, les contextes de cette guerre qui se passe à l'est du Congo, il est très, très important que les auditeurs quand on analyse cette question, on se situe exactement dans ces contextes. Parce que nous ne pouvons pas définir cette guerre de l'Est comme toute autre guerre dans d'autres régions du pays et tout ça. Nous savons tous les implications qu'il y a dans cette guerre-là, les implications, qu'elles soient internes ou externes, de toutes ces guerres. Pensez par exemple qu'il faut prendre certaines mesures comme ça parce que ça s'est fait ailleurs, nous pouvons l'importer directement chez nous. Non, il y a des paramètres, peut-être des choses qu'il faut au fait adapter à ces contextes. La première des choses, c'est comme je l'ai dit ici, si je me suis fait l'exercice de rentrer tout petit peu dans l'histoire, réfléchir un peu l'histoire de cette guerre, c'est pour donner à nos auditeurs ces rappels sur l'infiltration, sur les déséquilibres sur les plans organisationnels de nos structures étatiques chez nous par rapport au Rwanda. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la guerre ici a échoué plusieurs fois que les Congos prenaient des décisions de faire la guerre et en finir là. Pourquoi? Parce que le Rwanda a une mainmise ou, je ne sais pas, continue à avoir d'une manière ou d'une autre une certaine mainmise sur ce qui se passe dans l'administration à Kinshasa. C'est-à-dire que c'est un travail interne que Kinshasa doit d'abord faire. Et Kinshasa, selon nos dernières informations, nous savons que Kinshasa est en train de travailler là-dessus parce que
Heureusement que Dieu a permis qu'il y ait ce nouveau régime qui, son commandant suprême n'a pas de lien historique ou, avec les Rwandais, ce qui est d'abord une des meilleures choses. Le président... Mais les gens le reprochent que le M23, qui était déjà défait depuis 2013, est revenu, c'est puisque le président a fait encore un pas vers le Rwanda. Et maintenant, j'y arrive. J'ai commencé par rappeler aux gens que le président actuel n'a aucun lien historique avec les Rwandais, c'est-à-dire son avènement au pouvoir n'a connu aucune aide ou aucun coup de pouce venant du Rwanda. En fait, là, sur ce point, nous devons tous nous mettre d'accord. Et puis, une fois que celui-ci est arrivé au pouvoir, il faut reconnaître que c'est un nouveau président qui arrive. Il a un calendrier. Il trouve des vrais problèmes sur la table, même si, d'une manière ou d'une autre, en étant opposant, il avait les questions, il connaissait, mais en arrivant au pouvoir, il y a des réalités qu'il trouve parce que là, il palpe ces choses en tant que dirigeant. Nous sommes devant les premiers faits qui est ce fait de l'infiltration. Parce que Tshisekedi qui vient au pouvoir, parce qu'il faut dire les choses avec tous ces détails. Tshisekedi qui vient au pouvoir n'amène pas ses généraux, n'amène pas sa propre armée, n'amène pas toute la machine administrative du pays. Tshisekedi vient se greffer à ce qui existe. Et ce qui existe est émaillé de tout ce que nous avons dit ici. Tout intellectuel ou tout scientifique dira que celui-ci doit prendre le temps de s'imprégner de la chose. Et dans ces temps-là, il joue à la diplomatie. Le fait d'aller tendre la main au Rwanda, ce n'était pas une faiblesse, il l'a dit plusieurs fois. Mais au moins, il a voulu mettre sur le plan international à nu la mauvaise volonté de Kagame. Pourquoi il ne peut pas laisser là où il a trouvé, puisque le problème était à moitié résolu? Non, le problème n'était pas à moitié résolu. Parce que quand Tshisekedi est venu, le président Félix est venu, il a trouvé, il y avait encore plus de 100, quelques... Nous parlons de M23. Oui, mais la guerre existait à l'Est. Non, ça n'existait plus. Non, la guerre existait à l'Est. Non, M23 n'existe pas. Docteur, qu'on s'entende. Nous parlons de M23. Nous savons qu'il y a une multiplicité de rébellions. Bien sûr. Bon, maintenant ici, donc, le grand problème, l'épine sous le pied, c'était le M23, que d'une manière ou d'une autre, a été défaite, mise en déroute. Vous savez pourquoi un instant, était mise en déroute. Donc, la machinerie qui donnait la force de M23 était confisquée. Donc, c'est-à-dire, c'était terminé. Bon, maintenant, quand le président... C'était pas terminé. Les M23, c'est comme, je dirais, une épée Damoclès du Rwanda sur le Congo. Absolument. Au fait, parce que le Rwanda a compris, Tshisekedi est venu, il est allé avec sa volonté d'entretenir les relations de bon voisinage et de comprendre que non, nous pouvons tous profiter de nos richesses sans nous tuer. Ça, c'est un geste de bonne foi que tout humain peut commencer par là. Mais Rwanda, comme toujours, avec son aspect belliqueux légendaire, excusez-moi que je dise légendaire, donc il aurait fallu que Tshisekedi prouve encore une fois à la face du monde que maintenant, nous avons vidé la question des diplomaties, comme il l'a fait. C'est excellent. Pour les gens qui les condamnent d'avoir fait ça, je ne trouve pas ça juste, parce que je pense que de manière ordonnée, j'ai vu mon co-débatteur insister sur la méthode ou la méthodologie. Je pense qu'il a appliqué l'ordre de faisabilité des choses. Il a commencé par tendre la main et il se rend compte qu'il a en face de lui de quelqu'un qui est de manière légendaire belliqueux. Okay. Et aujourd'hui, si le Congo fait la guerre au Rwanda, je pense que nous avons tous les éléments qui attireront la raison de notre côté. Parce que ce qu'il a commencé par là. La résurgence des M23 n'est pas nécessaire, n'est pas liée à la main tendue de Tshisekedi vers le Rwanda. Je pense que c'est une mauvaise façon merci, que les gens communiquent avec ce n'est pas juste de dire ça comme ça. D'accord. Alors, Dominique, vous avez à rebondir?
Moi, je pense que le contraste est établi. Le docteur a été explicite sur leur démarche. Euh, Moi, de mon point de vue, je, je ne m'aurais pas été engagé dans la politique de la main tendue contenant les adversaires belliqueux qui sont en face de nous. Je crois que quand les choses ne marchent pas, il faut changer le fusil d'épaule. À ce stade, on peut encore rattraper les choses, mais pour rattraper les choses, c'est la rupture. C'est la Non, non, rupture. je ne vous interromps pas. La question ici est, les gens disent que le M23 était complètement défait, hors Mais d'état c'est le fait. Mais d'urgence. c'est le fait. Le M23 était Un déjà instant, défait. un instant. Il était dehors, il était complètement en débandade. Maintenant, quand le président initie les négociations avec le Rwanda, les Rwandais voient que donc, les intérêts de ce C'est une pays, aubaine. C'est une aubaine pour le Rwanda de ramener ce dossier c'est sur ça. la place publique et Kinshasa va accepter. Il y a un document, on ne va pas nous dire que c'est un document qui est faux. Je crois que si je ne m'abuse, c'est novembre 2019 où je peux chercher ce document, où c'est la demande de Ibalanki Claude qui demande à l'auditeur général de pouvoir retirer les mandats d'arrêt des groupes des M23. Donc, vous voyez, lui, il est allé de bonne foi vers ces gens pour pouvoir trouver un accord de bienfaisance qui était profitable. Mais eux ont remis, parce que ce sont leurs éléments de, c'est leur bras séculier, ils ont remis le problème de M23 sur la table. Un problème qui avait été défait. Makenga était fini, il était en Ouganda. Runiga il s'est la poussée douce à Kigali. Mais subitement, ces gens reviennent avec cette capacité de législation. C'est parce qu'on a donné la brèche. Je sais que le docteur ne sera pas d'accord avec moi, je respecte son point de vue, mais je dis bien, dans la démarche de la diplomatie de Félix Tshisekedi, ce problème a ressurgi. Et il a trouvé bon de pouvoir accepter. Je vous rappelle que le M23 fait partie de l'Union sacrée. Vous voyez? Donc, il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été faites là, qui, comme vous avez dit tout à l'heure, devient une épine dans le pied, dans le soulier du président. Donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. À ce stade, vu qu'il y a une colère populaire et que les gens en ont marre, il faut en défaire, je comprends la nomenclature avec les éléments d'infiltration, ainsi de suite, qui ont été faits au cours des années. Je crois que de la même façon qu'on avait pris le courage de pouvoir citer le Rwanda nommément comme l'agresseur, aujourd'hui, on devait prendre le même courage pour pouvoir rompre avec ces gens-là, avec le Rwanda, avec l'Ouganda et même avec la communauté des pays de l'Est. Et une fois que nous ressoudons les coudes nous-mêmes à l'intérieur des Congolais, on va continuer ce travail de dépistage de toute cette infiltration. Sinon, si on suit la logique que le docteur explique ici, on est parti pour les merveilles parce qu'il y a quelqu'un qui continue à nous agresser et nous essayons d'élaguer l'infiltration interne. Mais à chaque fois que vous voulez élaguer l'infiltration interne, il y a des nouveaux éléments qui sont intégrés dans le système. Vous élaguez l'infiltration à des éléments qui sont là. N'oubliez pas quelles sont les revendications du M23. Ils demandent la réinsertion dans les services et dans la vie politique quotidienne du Congo. Mais alors, comment, vous comprenez? Donc, c'est les mêmes méthodes qui reviennent. Il y a une nouvelle vague des gens qu'on essaye encore une fois de pouvoir nous insérer dans nos systèmes pendant que nous cherchons à élaguer les problèmes qui sont déjà existants. Donc, il n'y a pas moyen d'avancer avec cette histoire. Il faut rejeter tout en bloc. OK. Merci beaucoup. Docteur, vous avez à interjeter. Je vais placer les mots. Vous savez, il y a des auditeurs qui nous suivent, il y a les multitudes de Congolais qui nous suivent. Il ne faut pas laisser certaines tâches dans leur compréhension. Lorsque
M. Dominique dit que les M23 fait partie de l'Union sacrée. Il aurait été juste est-ce vrai ou faux? d'expliciter la chose au lieu de laisser, parce que quelqu'un qui l'a suivi juste comme ça, là, vous comprenez, c'est que ça reste dans la tête. Il faut aussi éclairer que les M23 a été, qui a été défait, comme vous dites, défait en 2013. On utilise les termes défaire, mais en réalité, il y a eu des accords qui ont fait que ces gens réintègrent le Congo et passent à la vie civile. Il y a eu des accords. Les premiers accords ont été signés. Et un groupe de M23 se sont conformés à ces accords-là. Ils ont rendu des armes et ils sont rentrés à la vie politique normale, civile au Congo. Donc, ce sont ceux-là qui sont dans l'Union sacrée. Ils sont devenus un parti politique. De l'Union sacrée? Non, avant d'en arriver à l'Union sacrée. Parce qu'en 2013, l'Union sacrée n'existait pas. C'était d'abord avec... Actuellement, ils sont dans l'Union sacrée. Oui, mais ils sont arrivés à l'Union sacrée dans une dynamique de tout ce qui s'est passé politiquement pour en arriver là. Cette branche-là... Vous pouvez planter les décors. Non, mais cette branche... Moi, j'arrive à la conclusion seulement que le M23 est dans l'Union sacrée. C'est ça que... Non, mais vous avez créé une confusion dans les têtes de je ne suis pas le premier à le dire. Non, mais les M23 qui sont maintenant dans l'Union sacrée, ce n'est pas... Le même M23 avec qui on cherche à négocier. Les mêmes, parce que ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont refusé de se conformer à cette dynamique-là, d'aller à la vie civile. C'est la même chose lorsque cette CNDP est appelé à rendre des armes. Et il y a eu de ceux qui ont refusé se remettre à cette logique-là. Ils ont créé les M23. C'est comme ça qu'autour des M23, certains sont partis et il y a d'autres que Kagame a fomenté par la suite pour refaire la guerre. Mais les deux groupes ne sont pas les mêmes. Peut-être les noms restent les mêmes. D'accord. Quel dites-vous alors quand vous voyez ces bandits, permettez-moi les termes du M23, qui disent non, nous avions eu des pourparlers et nous avons nos officiels à Kinshasa même? Non, là, il faut restituer les choses. Moi, mon problème, c'est qu'il y a une chronologie dans ces faits-là, dans ce qui s'est passé à l'est du pays. Parce que la manière dont vous avancez ça crée vraiment de la confusion, surtout à ceux qui vous suivent tout de suite, pour croire, comme si les régimes actuels est venu en même temps, il combat les M23 qui sont en rébellion et il gouverne avec les autres à Kinshasa. Non, il y a eu ce qu'on appelle division de ces mouvements, ceux qui ont accepté de revenir. Et là, ce sont des vrais Congolais. Et ceux qui ne sont pas Congolais ont eu du mal à revenir dans la vie civile. Et c'est ceux-là qui sont utilisés par Kagame au jour d'aujourd'hui. Et quand vous dites ici, permettez-moi une minute pour finir, que ce mouvement était défait, il y avait déjà la paix à l'Est, comment vous pouvez dire que tout était fini pendant que tous ces chefs rebelles vivaient en paix au Rwanda, en Ouganda, et il y a des publications qui prouvent ici que ces gens étaient en train de se réarmer depuis même 2016. Par quelle magie, puisqu'ils avaient pas... Quelle magie et pas qui seraient leurs sponsors? Mais si les mêmes sponsors dont nous dénonçons aujourd'hui, les Rwandais. Raison pour laquelle ça nous ramène encore une fois à la question qui avait été posée par M. Don Kayembe. Est-ce que Kinshasa a ouvert la brèche lorsque elle a entamé elle a tendu la main pour que ces gens-là, qui avaient refusé de s'intégrer, comme vous le dites, puissent rejoindre de nouveau, qu'il y ait une nouvelle vague d'infiltration que nous dénonçons tous? Moi, je dis oui. Vous dites non. Moi, je dis oui parce qu'il y a un document ici qui est signé par Claude Balanki qui s'adresse à l'auditeur général. C'est daté, je crois, du 20 novembre, si je m'en souviens, 2019.
2019, permettez-moi, qui demande le retrait des mandats d'arrêt des éléments du M23. Vous partagerez ces documents avec nous parce que nous Ah oui, devons là, aussi, tout à fait, il n'y a pas de problème. juger de son authenticité. Non, ça vient de la présidence de la République. Ça a le sceau de la présidence. Je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Non, bon, si vous me permettez que je finisse ma petite idée, je voudrais dire ici, par rapport à la question du journaliste, que nous disons que ce n'est pas la main tendue de Tshisekedi qui est à la base de l'urgence des M23 aujourd'hui à l'Est, parce que les M23 n'étaient pas, je peux dire, étaient mis en trêve. Ces gens existaient, ils vivaient librement, ils avaient le temps d'être réutilisés. C'est un peu comme une épée Damoclès sur le Congo. Et selon notre analyse, si aujourd'hui Kagame a rebondi avec son mouvement, c'est tout simplement, c'est simple même à comprendre, c'est tout simplement le fait que le nouveau régime de Kinshasa est en train de piétiner les intérêts machiavéliques du Rwanda au Congo. Lorsque le président actuel se met dans la logique de créer des usines de fabrication, donc des raffineries d'or au Congo, mais le Rwanda, qui a son usine chez lui, ne peut pas être content. Lorsque le président de la République met l'état de siège à l'est du Congo et que tous ces groupes mafieux qui pouvaient prendre nos minéraux, aller les vendre à vil prix au Rwanda pour faire des Rwanda de puissance mondiale en matière de coltan et autres. Mais le Rwanda ne peut plus être content. Et c'est ça ce qui est à la base de cette nouvelle guerre. Ce n'est pas la main tendue. Il n'y a pas, je ne vois pas la manière scientifique prouvant comment la main tendue de Tshisekedi serait à la base de cette reprise de guerre avec les M23. Mais c'est plutôt les intérêts du Rwanda, les intérêts mafieux, les intérêts qui sont bloqués, qui sont récupérés par les Congo, qui suscitent la colère du Rwanda. Kagame n'a jamais été agité dans le passé comme actuellement. Tout le monde peut le voir. Docteur, il y a, je vais ajouter 2, 3 points. Il y a l'accord que vous êtes sans ignorer de Sakima, l'accord aurifère de Sakima et notre compagnie congolaise et DITER qui traite l'or. Vous connaissez ça, ça a été récemment signé, c'est un accord. Et vous dites ici, quel est le deuxième point que vous avez souligné? Vous dites que l'état des sièges, par exemple. L'état des sièges, aujourd'hui, on peut argumenter que l'état des sièges, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ça fait l'état des sièges. C'est la question suivante. Est-ce que vous permettez, Dominique, que je reviens avec cette question, comme ça on débat clairement. Mais sans perdre mon idée, s'il vous plaît, monsieur Don, l'état des sièges a fait des généraux qui fuient dans la rébellion des millionnaires aujourd'hui, en moins d'une année et demie, de 18 mois. Puisque ce sont ces mêmes généraux qu'on retrouve dans les affaires clandestines de la vente des minéraux. Avec le Rwanda, j'ajoute, et je chute par là. OK, alors je continue, puisque le temps commence maintenant à nous poser problème. Le ton de fermeté de Tshisekedi à Nairobi, très monté contre son voisin, envers qui il avait multiplié des gestes forts de bonne foi, Félix Tshisekedi a finalement réitéré la position de fermeté de son gouvernement sur la condamnation de l'agression rwandaise et refus catégorique de voir le Rwanda participer à la force régionale à déployer dans la zone d'insécurité. Docteur Denis Mulunda, il y a cet aspect que le gouvernement, à travers le président de la République, le Rwanda ne fera pas partie de la force régionale, mais nous voyons ici l'Ouganda, puisque Bunagana n'a pas de frontière avec le Rwanda, mais le M23 qui nous a attaqués récemment est passé par l'Ouganda et l'Ouganda est sur le sol congolais aux côtés des FARDC. Comment vous analysez ça? Bon, merci beaucoup pour la question.
ici, vous avez lu dans votre question déjà la volonté du régime actuel qui, stratégiquement, a amené Kagame à être dénudé sur le plan international. Et aujourd'hui, ce ton ferme du président de la République ne peut qu'être applaudi par tous les Congolais et même être soutenu par tout humain de bonne volonté qui a suivi les problèmes du Congo, ces conflits qui perdurent de près, parce que nous avons épuisé quand même toutes les voies de bonne volonté et qu'aujourd'hui, le Congo est en voie de se prendre en charge de la manière la plus compréhensible par le Rwanda. Et je salue cette voie de refuser, comme tous les Congolais, n'accepteront jamais que le Rwanda fasse partie de n'importe quelle force qui peut encore venir sur notre territoire. Et pourquoi l'Ouganda? L'Ouganda, il y a eu un précédent. Je suis aussi de ceux qui pensent que l'Ouganda est en train de jouer un double jeu, mais je fais confiance à l'intelligence du président de la République qui, de manière subtile, a toujours amené son ennemi à être dénudé sur les plans publics. L'Ouganda a signé un accord avec le Congo dans le sens de coopération parce qu'il fallait, vous vous souviendrez, lorsque les FDLR, ces rebelles ougandais musulmans, ont attaqué l'Ouganda avec des attentats, je crois que c'était en mars dernier. L'Ouganda a émis le vœu de lutter contre ces rebelles qui, après des exactions en Ouganda, ils venaient se réfugier à l'est de notre pays. Et le président Tshisekedi va saisir la main de l'Ouganda pour dire, bon voilà, nous allons coopérer de telle sorte que nous puissions tous éliminer ces ennemis qui font des navettes entre nos deux frontières. De bonne foi, le président de la République a coopéré avec l'Ouganda. C'est ça la seule raison, et l'unique d'ailleurs, qui a permis à l'Ouganda d'être mêlé ou mélangé avec les FARDC à mener ces combats-là dans cette partie. Pendant ce temps-là, le fils du président ougandais continuait toujours à lancer des défis contre le gouvernement congolais. Mais il aurait fallu cette tactique du président de la République pour dénicher tout ça. Et aujourd'hui... C'était connu, c'était connu. Non, nous sommes en mesure aujourd'hui de comprendre ou de prendre des mesures contre l'Ouganda avec des éléments sur terrain. Parce que vous savez, vous souviendrez que nous avions toujours crié que nous avons des problèmes avec l'Ouganda, les Rwandais et tout ça. Jamais sur le plan international, on nous a écoutés. Pourquoi? Parce que nous devons, nous, Congolais, être en mesure de brandir des éléments comme tout scientifique, c'est-à-dire avoir des évidences. C'est sur base des évidences que lorsque demain vous prenez des mesures ou vous passez à une autre étape, vous avez les capacités de convaincre le monde. Le monde aujourd'hui marche en synergie. L'exemple de la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie prouve que le monde marche en synergie. Donc, le problème de l'Ouganda, je suis convaincu. On a vu dernièrement, ils ont présenté des excuses par rapport à ce qui s'était passé à Mbugandanga. Nous espérons qu'ils peuvent rentrer sur la logique de l'accord mis ensemble. Mais sinon, le Congo est en train de se préparer. Le Congo est en train de mettre son armée sur les points. Il faut comprendre que nous avons trouvé cette armée, c'est-à-dire le régime actuel a trouvé cette armée dans un état qu'on ne peut pas décrire ici. Mais avec ce budget qui est en train de monter, ça donne des moyens au gouvernement congolais actuel, avec la volonté politique qu'il y a de mettre fin à cette histoire, à cette guerre qui a perduré à l'Est, par toutes les voies qu'il faudra, c'est-à-dire même par la voie militaire. Et le président était clair sur ce point. Il l'a dit, ou on va faire la paix totale, avec ceux qui veulent la paix totale, ou on va aller dans la guerre totale. Donc, ce qui les reproche aujourd'hui,
je pense qu'ils n'ont pas des éléments en détail de ce qui est en train d'être fait. Ce qui est sûr, il y a la détermination et la volonté, non seulement du gouvernement, mais aussi des Congolais. Vous vous souviendrez que jamais les Congolais n'ont manifesté un patriotisme pour leur pays comme aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que, comme M. Dominique et moi, nous sommes confiants qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République qui est totalement, sur qui on n'a pas de doute. On n'a pas de doute, on n'a pas de soupçons à faire autour de la personne. Et nous nous sentons ayant un père qui est un des nôtres. Et nous pouvons maintenant tous nous tenir debout pour terminer cette histoire de l'aide. Mais c'est systématique, ça se prépare et on va y arriver. Okay. Alors, est-ce que je peux boucler un tout petit peu avec des généraux millionnaires de l'Est? Je pense qu'il y a eu cette accusation qui, qui, pour moi, a semblé être une spéculation parce que je demanderai à mon co-débatteur, lorsqu'il annonce, il annonce comme ça une accusation de cet auteur, il faudra qu'il soit en mesure d'amener des évidences parce que il faudra qu'il y ait des enquêtes qui ont été menées pour prouver qu'aujourd'hui, le gouverneur militaire, par exemple, de Goma, a détourné des millions, il est devenu millionnaire. Ce que j'ai dit ne le dédouane pas, ça peut être vrai ou pas, mais juste à la preuve du contraire, au moment où nous parlons ici, je n'ai, moi, personnellement, ni lu ni entendu une seule enquête qui cite soit le gouverneur militaire de Goma ou celui de l'Ituri dans un quelconque détournement des fonds, ou même certains généraux. Il y a des spéculations, mais pouvons-nous nous mettre ici pour discuter sur base des spéculations? C'est la question que je pose. Merci. Émile Dominique? Il y a M. Lacroix des États de l'Union des Nations Unies. Les Nations Unies. On cite l'individu. Je n'ai pas vu un démenti de la part de M. Lacroix des Nations Unies. Il a cité des noms. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Il a remis une liste, si je m'abuse, d'une soixantaine, je crois, 67 individus officiels, dont les généraux qui ont été déployés pour participer dans l'état des sièges, qui sont impliqués dans le trafic illicite de matières premières avec le Rwanda. Cette liste est remise au président de la République. C'est M. Lacroix qu'on cite. Ce rapport a été fait par les Nations Unies, une de leurs agences. Donc, la preuve est suffisante, monsieur. Si vous voulez peut-être la voir vous-même, bon, je crois peut-être si... Mais oui, allez-y, I'm sorry. Donc, ce ne sont pas des spéculations, parce que si on dit il y a un rapport, on parle de hasard, mais quand on cite des officiels des Nations Unies et on cite le rapport, malheureusement, je n'ai plus l'article ici, mais ça peut toujours être retrouvé, qui est explicite et qui dit les choses, on peut se baser sur là. Moi, personnellement, je peux aussi vous ajouter, c'est un témoignage personnel qui reste à chacun d'apprécier. J'ai fait l'Est de la République et je sais que ces officiels-là sont impliqués dans ce genre de choses. C'est bien dommage, mais c'est ce qu'ils font. OK. Alors, on avance. Nous tendons vers la fin de cette partie. Est-ce que cette intervention de déploiement de la force régionale pourrait être une solution définitive à cette crise en permanence dans l'Est de la RDC, eu égard à la même formule utilisée plusieurs fois pour en finir avec cette situation, mais hélas, la situation perdure? Ou il faut faire mieux que ça, Dominique? Est-ce que l'histoire des forces régionales, est-ce que c'est une solution à ce problème qui perdure? J'ai dit non, et tout le monde ne sera pas surpris, parce que si je prends déjà pour la rupture
avec la Commission des pays de l'Est, parce que je ne vois pas qu'est-ce que le Congo gagne dans cette histoire. Et je serais encore moins favorable de voir des soldats étrangers sur notre sol pour venir essayer de régler les problèmes qui sont essentiellement, entre guillemets, congolais. Le problème, il est simple. En ce qui concerne le M23, l'agresseur, c'est le Rwanda. Le problème avec les M23, ce groupe-là, c'est de tout simplement l'anéantir. Et si, dans la démarche dans laquelle nous devons nous inscrire, il faut une rupture avec nos voisins, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, d'ailleurs. Donc vous ne pouvez pas changer de position géographique, ils sont juste des voisins. Non, c'est-à-dire quoi? Jusque pour le moment, ces deux voisins-là ne nous respectent pas. Ils sont dans une logique expansionniste de grands conquérants. Vous avez cité les tweets du fils de Museveni. Vous n'avez qu'à lire. C'est explicite. Il traduit son état d'âme et sa pensée. Nous n'avons plus besoin de décrire ce que pense le président rwandais Paul Kagame. Donc, ils ne vont pas changer d'approche. C'est nous qui devons nous ajuster. Moi, cela, c'est mon point de vue. Je me dis, face à ces gens qui ont déjà suffisamment démontré leur mauvaise foi, la solution, elle est simple, c'est la rupture pour le moment. Quand on dit rupture, cela ne veut pas dire que nous n'allons plus jamais entrer en collaboration avec nos voisins. Non, on ne déplace pas nos voisins. Éventuellement, nous allons reprendre. Mais pour le moment, à ce stade, on ne peut pas continuer à se laisser flouer par ce genre, se laisser déstabiliser par ces deux pays, parce qu'ils n'ont qu'un objectif, c'est de garder la RDC dans cet état de déstabilisation. Or, nous cherchons à nous stabiliser une bonne fois pour toutes pour repartir. Se reformer, les réformes internes sur l'aspect sécuritaire qui vont permettre à notre pays de finalement poser des bases solides et partir. Voyez, ces gens ne sont qu'aussi forts que, dépendamment de à quel point la RDC reste faible. Une RDC forte, ces gens disparaissent. Okay. Ils disparaissent au terme figuratif. Je parle des entités étatiques. Alors, docteur Denis, qu'est-ce que vous dites Oui, vous pensez que le déploiement de ces forces serait une solution durable, puisqu'on a vécu ça. Il y a plusieurs pays qui sont venus partir. Tout ce que nous avons reçu d'eux, ce sont les enfants, les bâtards qui nous laissent et puis ils partent. Est-ce que faudrait-il répéter la même formule? Je vais répondre en deux volets. Par rapport à une solution définitive, j'ai dit non. Mais une solution temporaire, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je suis de ceux que je parle de ma conviction par rapport à mes propres analyses, ma façon de voir les choses sur place, sans état d'âme. Il faut reconnaître au jour d'aujourd'hui que la seule façon que le Congo peut se faire respecter dans cette région-là, c'est en se rendant fort militairement et économiquement. Vous savez aussi, M. Dominique, qui est expert dans la question politique, il sait que les rapports des pays sur le plan mondial, les rapports n'est que les rapports de force, n'est que les rapports de force. Et que aujourd'hui, si nous regardons par rapport à l'aspect démographique, nous ne pouvons pas nous imaginer quel courage le Rwanda a toujours eu de se frotter à nous. Mais si le Rwanda le fait, c'est parce qu'il est suffisamment convaincu que ce n'est pas l'aspect démographique qui compte, mais c'est beaucoup plus l'aspect organisationnel, l'aspect sécuritaire, l'aspect de montée en puissance militaire et autres qui compte. Et ayant compris ça comme ça, moi, je pense que la seule façon que le Congo se fera respecter et mettre de l'ordre dans notre pays, comme c'était dans les temps avant les années 90, il n'y a que si les Congolais que nous sommes, nous parvenons à mettre en place, c'est-à-dire
avec cette volonté politique de mettre en place une armée forte, une vraie armée forte, avec des moyens modernes qu'il faut et des moyens de dissuasion. C'est ça ce qui va faire respecter le Congo par rapport à le Rwanda et l'Ouganda et tous les autres voisins. Mais pourquoi j'ai dit que c'est cette force qui vient intervenir, elle est temporairement une solution? Parce que à ce moment, le Congo n'étant pas encore à mesure de prétendre avoir une armée suffisamment ordonnée et puissante, je ne dis pas que nous ne sommes pas en mesure de faire la guerre, mais nous devons mettre tous les paramètres sur table et en face de nous et nous dire réellement qu'il y a encore du travail à faire. Pendant que ce travail doit être fait avec la volonté politique de l'actuel président de la République, cette force peut temporairement venir calmer les ardeurs de ceux qui ont des visées expansionnistes, comme M. Dominique l'a dit, pendant qu'à ce moment, nous, les Congolais, les gouvernements congolais, devra accélérer le travail sur les plans internes, c'est-à-dire mettre ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, et être en mesure demain de prendre ses responsabilités. Et cela doit être fait dans un avenir le plus proche. Mais prétendre ça aujourd'hui, dire qu'on n'a pas besoin de tous ces gens-là aujourd'hui, je ne pense pas, avec sincérité, sans état d'âme, penser que nous pouvons y aller seuls aujourd'hui et résoudre ces problèmes définitivement. Non, ça risque encore de nous mélanger parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui sont derrière tout ça. Il faut qu'à ce moment où le gouvernement est en train de laguer tous ces aspects, en train de réfuter ces rangées. J'ai vu avant-hier nos militaires qui faisaient quand même la marche de santé. Tout ça, j'ai vu de nouveaux éléments dedans. J'ai vu des jeunes qui ont l'engouement de venir déterminés à aller faire l'armée. J'ai vu des jeunes en Outouri qui ont quitté, même des femmes qui sont allées en formation vers les Kasaï. Pour tout ça, tous ces aspects, il faut un peu de temps pour les capitaliser. Il faudra maintenant que demain, on entende par exemple que le gouvernement du Congo a acheté par exemple 20 avions de guerre. Nous avons par exemple 10 MiG-24. Nous avons par exemple acheté 10 hélicoptères Apache, tout ça. C'est ça ce qui va nous faire respecter dans la région. Mais ce ne sont pas toutes ces émotions, tout ce qu'on voit les Congolais, surtout ceux qui sont dans l'opposition. Ils ont la manière la plus simpliste de croire qu'il faut faire la guerre, qu'il faut. La guerre a beaucoup d'aspects dedans. Cette force, pour moi, elle est temporaire. Le temps que nous-mêmes, Congolais, prenons réellement les choses en main et demain, les choses vont être définitivement clôturées dans la logique de ce que moi, je viens de dire. C'est ça mon point de vue. Ok, merci beaucoup. Dominique, vous voulez intervenir? Oui, je vais... Rapidement, comme ça. Rapidement, je vais dire ceci. Il y a l'exemple du Mali. Cher docteur, l'armée du Mali est, oui, de loin mieux structurée que la nôtre. Donc, il y a ce que je veux dire sans rentrer dans beaucoup de détails, il y a moyen, puisque le champ de bataille c'est l'Est. Nous avons des alternatives plutôt que de suivre cette voie conventionnelle dont vous avez expliqué ici, parce que, sincèrement, je ne crois pas en cette force-là qu'elle va nous apporter quelque chose de bien. On a eu la MONUSCO, on a eu tous ces gens, ils ont un autre agenda. Le gouvernement peut, si vous voulez, avoir la sous-traitance avec ce qu'on appelle les PMC, là, vous connaissez, Private Military Company, qui viennent, qui font le travail et on met ça. Le groupe Wagner, pour me le citer, il aide. Vous souriez, mais ils ont peut-être des tactiques qui sont difficiles. Mais regardez, le Mali tient. Regardez la Centrafrique, qui était tout le temps déstabilisée. Les Français, ils mordent la poussière, mais ils ont stabilisé la Centrafrique. Donc, il y a des alternatives que nous puissions faire. Il n'est pas nécessairement nécessaire, du moins, personnellement, j'ai du mal, si je peux affirmer comme ça, en croire en ces frères africains là, qui sont de tendance anglo-saxon, qu'ils vont venir pour aider
la République. Je pense tout simplement que c'est un autre biais. En essayant de créer une solution, nous nous trompons davantage dans des problèmes qui vont être extrêmement compliqués pour qu'on sorte demain. C'est pour ça que ma position reste ferme. Vous voyez, je ne bouge pas. Je me dis, quittons ces choses maintenant que nous avons encore la chance et que c'est moins compliqué. Je ne vois pas un Kenyan, je ne vois pas un Sud-Soudanais, je ne vois pas un Tanzanien, je ne vois encore moins un Rwandais ou un Ougandais qui va venir se mettre là pour le bien-être du Congolais. Avec tout ce que nous avons connu, je ne ferai confiance à aucun de ces gens-là. OK. Merci. Alors, la dernière question dans cette rubrique pour qu'on termine avec le dernier point. Cette guerre est aussi et surtout médiatique. Donc, on l'a dit par plusieurs personnes. Le M23 en fait usage, surtout de réseaux sociaux, qui y est relayé par les Congolais, mais le gouvernement, lui, brandit des menaces et interpelle les Congolais de cesser de faire des images au sujet de la guerre à l'Est. Et aussi, le même gouvernement essaie un peu de faire taire les Congolais qui réagissent, selon certaines personnes, en légitime défense, puisqu'ils se sentent menacés par l'Ouganda, par le Rwanda. Alors maintenant, eux aussi, ils veulent faire la même chose au Congo. Mais le gouvernement commence à ramasser un à un, et, puisqu'il y a eu trop de tueries à l'Est. Maintenant, les gens disent non, nous allons nous attaquer maintenant aussi à leurs ressortissants, puisque les gens qui meurent à l'Est, ce ne sont pas seulement les militaires, il y a les civils. Mais il y a les civils aussi rwandais qui sont au Congo. Maintenant, le Congolais dit pourquoi vous les laissez tranquilles quand nous, on nous tue. Maintenant, il y a ce qui s'est fait là, on commence à ramasser les jeunes pour les mettre en prison à ce sujet. Monsieur Dominique Kabongo. Non, je pense que nous avons rappelé ici que nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais. Lorsque nous tenons ces propos durs, c'est envers le Rwanda officiel. Parlons d'abord du média. Oui, j'arrive. Nous plantons toujours le décor. ainsi que les Ougandais ou quelqu'un ou une autre nationalité. Donc, le Congolais sait qu'il est bâillonné, qu'il est opprimé essentiellement les 25 dernières années par deux pays. Je recite l'Ouganda et le Rwanda. Lorsque on est en train, le Congolais étant dans cette détresse, dans cette frustration, qui se sent abandonné, parce que depuis toutes ces années, c'est lui qui meurt, comme vous ne cessez de le dire, ce sont nos femmes, nos enfants qui sont dans la désolation totale ou qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a un sentiment de Yanamar. Ils sont arrivés au bout. Et malheureusement, l'être humain, quand il est poussé, il est au bout, il devient aussi réactionnel, il peut réagir de manière inattendue et ça peut tourner au vinaigre. Le M23 veut justifier sa cause. Répétez, le M23, c'est le Rwanda. Il nous agresse, il se victimise et il veut donner la solution. On bâillonne les Congolais, on les tue et on veut les museler. Là, le gouvernement tape totalement à côté. Les Congolais, si on peut encore dire, c'est la dernière ligne, le dernier rempart de résistance face à cette guerre qui est injuste envers nous. Parce que n'oublions pas, derrière le Rwanda ne peut pas faire ce qu'il fait au Congo ni l'Ouganda. Il y a d'autres forces. Donc précisément, l'anglo-saxon, je cite les États-Unis et l'Angleterre. Ce sont eux les pilotes majeurs de ces problèmes. Et donc, il y a une tactique pour présenter les choses toujours en victimisation d'un certain groupe de gens pour justifier la cause de l'agression. Moi, je n'ai pas vu un Congolais aller tuer qui que ce soit. C'est le Congolais qui meurt. Alors, je ne peux pas comprendre la position de notre gouvernement lorsqu'il... Regardez ce communiqué de Nairobi, où il y a un point qui dit qu'on demande aux Congolais de ne pas se verser dans la haine. Donc, le Congolais ne peut pas ressentir un sentiment de haine justifiable par rapport à tout ce qu'il connaît,
On ne lui demande pas de passer à l'action, évidemment, ici, mais il ne peut pas se sentir meurtri dans l'âme et s'exprimer. Il y a un véritable ça ne va pas. Donc, sur ce point de vue, je crois que le gouvernement doit essayer de rectifier le tir. Maintenant, il appartient aussi aux institutions étatiques, précisément au gouvernement, le ministère de l'Intérieur, de pouvoir mettre de l'ordre dans la société. S'il y a un individu qui se promène avec une machette parce qu'il veut s'attaquer à toute personne qui ressemble à un nilotique ou ainsi de suite, mais coffrez-le, qu'il subisse la justice. Mais ne muselez pas les Congolais parce qu'ils s'expriment. Le Congolais a comme tout le droit, tout citoyen, de s'exprimer et il subit jusqu'à ce jour. Donc, je crois qu'il faudrait les mettre une chose là où elle doit et le gouvernement tape à côté. Vous l'avez bien dit, vous êtes dans les médias, la guerre c'est médiatique. Si nous ne venons pas sur votre tribune, nous ne parlons pas à nos frères congolais. Si nous ne dénonçons pas ce qui se passe, mais qui va porter la cause du Congo haut et fort? Lorsque nous dénonçons ces anglo-saxons qui nous font cette guerre depuis plusieurs années, mais ils se sentent gênés maintenant parce que le Congolais s'est montré résilient malgré tout ce qu'on lui inflige. Et fin de fin, il faudrait qu'on se défende. Et ne surtout pas, je termine par là, ne pas se laisser séduire par cette campagne de charme qui essaye de faire le M23. Exact. Docteur Denis Mulunda. Oui, exactement. Monsieur Dominique a énuméré beaucoup de points avec lesquels je suis d'accord avec lui. Je pense que quelque part, le ministre de l'Intérieur est tombé dans les pièges de la pression médiatique internationale qui, historiquement, nous savons que dans cette guerre, cette rhétorique médiatique internationale n'a jamais été de notre côté, vous le savez tous. Malheureusement, notre ministre de l'Intérieur est tombé dedans. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître un point très important, tel que M. Dominique l'a dit. Il n'est pas normal qu'on commence à s'attaquer aussi à des personnes au Congo juste par un aspect morphologique. Je pense que c'est une erreur où l'on tomberait dans beaucoup de crimes, peut-être même en impliquant des innocents. C'est vrai, ça peut se justifier avec toute la colère que nous avons, l'amertume que les Congolais ont avec cette guerre qui a beaucoup endeuillé les pays, mais ça ne justifie pas au moins quand même que dans un pays où l'État existe, qu'on tolère des choses comme ça. Exact. Et sur ce point, le gouvernement a le droit de bien faire les choses. Je déplore tout simplement un glissement dans ces mesures prises par les ministres de l'Intérieur, parce que de l'autre côté aussi, lui comme nous, tous sommes gérés par la Constitution de la République. La Constitution permet ou octroie la liberté à tout Congolais de s'exprimer, que ce soit en public ou en privé, pourvu de ne pas entamer les libertés des autres. Quant à interdire, par exemple, des libertés des manifestations pacifiques, là, je pense que le ministre a glissé. Je pense peut-être qu'il aura le temps de rectifier les choses sur ces points. S'il y a, par exemple, des combattants de l'IDPS qui peuvent tenir leurs manifestations ou leurs meetings de manière pacifique, de manière beaucoup plus libre, sans inciter à la haine et autres, ils ont le droit de le faire parce que c'est constitutionnel. Donc, il fallait condamner l'acte de manière particulière, tel que ça a été posé plus tôt, que d'englober des mesures, de prendre des mesures globalisantes qui ont, d'une manière ou d'une autre, un peu entamé notre liberté,
notre démocratie. Mais il y a une chose qui me revient ici, parce que M. Dominique a reconnu que les Rwanda, l'Ouganda, tels que nous définissons ces deux pays aujourd'hui, c'est comme on dit dans notre langue, dans Lingala, moi la soso avimbi nanzungu. Il l'a reconnu. J'ai voulu qu'il en arrive là. J'ai voulu, et Dieu merci, avant que cette émission ne finisse, il est arrivé là. Voilà pourquoi ceci réconforte encore les méthodes les plus stratégiques de notre président de la République. Parce que les Congolais penseraient que faire la guerre au Rwanda, le Burundi, c'est dans cette dimension macroscopique que nous voyons. Non, il faut regarder ça d'une autre manière. Et vous pouvez entamer une guerre comme ça qui ne finira jamais. Alors, il faut bien prendre des mesures qu'il faut. Et là, M. Dominique a compris que nous devons vraiment resserrer nos rangs. Nous devons mettre les éléments qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est que j'espère que la volonté politique du président est en train d'être mise en place. Mais pendant ces temps, cette force en qui, moi aussi, je ne crois pas comme lui, ne peut que nous permettre temporairement de maintenir, même pas terminer ça, mais un statu quo qui peut ralentir cette visée d'avancer vers l'intérieur du pays, le temps que les pays se mettent en ordre de bataille, parce qu'il le faut. J'ai eu avant-hier, pour finir, un ami proche, c'est un aîné d'ailleurs, qui me parlait de certains aspects sécuritaires. Bon, ce n'est pas officiel, mais lorsqu'il me définissait ces aspects de sécuritaires et des éléments dans notre armée et tout ça, j'ai eu beaucoup peur. C'est des choses que je ne peux pas répéter ici, mais je pense que le président de la République est très bien informé et qu'il faut qu'on lui donne un peu de temps parce que la casserole est tellement sale. Il faut vraiment bien. Vous savez que l'armée, ce n'est pas seulement le nombre de gens qui comptent, mais c'est surtout les commandements qui comptent. C'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner en détail ici. Mais la seule voie qui reste au Congo, c'est de faire la guerre et de prouver sa puissance militaire face à tous nos voisins pour mériter notre respect. Ça, je suis d'accord. Écoutez, moi, je suis un peu navré sur ce point de la guerre. Le Congo ne fait pas la guerre quand il y a les ennemis sur son territoire. Il ne fait pas la guerre, il se défend. Et moi, je pense, dur comme du fer, que nous avons le droit. On ne doit pas attendre que l'armée soit forte ou comment, qu'on puisse acheter les MiG et consorts. On doit aller vers ces gens-là, les bouter hors du territoire. Est-ce qu'il faut vraiment une formule miraculeuse? Non, c'est ce qui est entrefait. Nos militaires se battent. Ils sont là. Bungadanga a été on a bouté l'ennemi dehors il y a quelques temps. Bunagana après, ils sont revenus. Bunagana est toujours là. Non, mais écoutez, on avance, docteur. On avance. On avance. Permets-moi 30 secondes. Ça veut dire que cette guerre que le Congo, face à laquelle le Congo est obligé de se défendre, ce n'est pas, vous l'avez dit, ce n'est pas face à M23, c'est face au Rwanda. Parce que c'est au Rwanda. Quand un général de l'armée vous dit que M23 disposerait des canons à longue portée, vous pensez que ce sont ces rebelles qui... Alors, le Congo doit se préparer par rapport au Rwanda. Ce n'est pas par rapport aux rebelles. Exactement. Par rapport aux rebelles, nous sommes sur terrain. Mais les choses ne bougent pas trop. C'est léger de ping-pong. Il ne me reste plus qu'à vous donner chacun 1 minute, s'il vous plaît, de conclure, de dire un mot à ceux-là qui nous suivent présentement. Vous êtes sur la radio et sur la télévision, donc les gens sont en train de vous suivre. J'ai vu qu'il y a beaucoup de connexions sur la radio. Là. Je commence avec Dr Denis. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette meilleure occasion que vous nous avez offerte de partager nos idées, les analyses sur la situation qui s'évolue actuellement au pays. C'était un bon moment. Je suis vraiment flatté. Je remercie non seulement vous, mais aussi les co-débatteurs, M. Dominique Kabongo. Je reste encore
assoiffé de les rencontrer encore dans d'autres débats, dans d'autres thèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons échanger entre nous. Et puis, je salue le peuple congolais. Je pense qu'il y a des faits de l'histoire qui nous donnent quand même le courage de dire que le Congo de demain, nous pouvons continuer à espérer dans ça, quelles que soient les quelques niches qui se passent gauche-droite, mais c'est la détermination de chacun de nous, chacun dans ce qu'il fait, qui peut faire que le Congo de demain soit un Congo meilleur que nous léguerons à nos enfants. Merci beaucoup. Je profite aussi pour saluer mon épouse qui va me suivre après ça. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, Dominique? Très bien. Donc, je commence d'abord par remercier le docteur Denis, un échange solide de haute facture. Le plaisir est partagé. On sait débattre en tant que Congolais, échanger les chocs d'idées dans le respect mutuel. Ça a été très bien. J'espère que j'ose croire que nous avons été à la hauteur de nos auditeurs. Ils vont apprécier. L'objectif, c'est toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est qu'ensemble, dans la diversité, que nous serons unis et que nous allons sauver ce pays. À nos chers compatriotes qui nous souffrent de partout au monde, nous devons rester résilients. C'est difficile, c'est parfois désolant. Nous avons l'air d'être dans un tunnel où on ne sait même pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Mais il faut continuer, on doit avoir la foi. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Plaidons allégeance à cette terre, à cette république, même si elle est bananière aujourd'hui. Plaidons allégeance à cette Monsieur Dominique, il y a la lumière au bout du tunnel déjà, on voit ça déjà. À cette république, dépassons-nous. Et faisons-le pour les futures générations, nos enfants, parce que nous avons déjà sincèrement tout perdu, mais nous avons quand même la chance de pouvoir avoir une certaine expertise dans des domaines respectifs et que l'Occident nous serve d'école pour pouvoir amener cette matière grise chez nous. Et je salue tout le monde. Je remercie sincèrement M. Donkayembe. Et oui, à la prochaine. Et ensemble, on va sauver notre pays face à toute cette injustice mondiale. Mais je croyais aussi que vous allez remercier Madame, votre épouse, qui est le jeu de catalyseur. Donc, elle était toujours derrière vous, vous poussez pour la politique. Oui, c'est vrai que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Puisque vous le dites, je salue toutes les mamans. Pas ton épouse. Non, mais elle est dedans, elle est complice. Non. Nous demandons à la maman qui était derrière vous. Je salue ma chère, charmante femme qui s'est déplacée pour me laisser travailler en paix avec tout mon petit wagon d'enfants. Et ça m'a permis de travailler dans toute sérénité. Je salue évidemment toutes les mamans, vos épouses effectives qui nous donnent la possibilité de pouvoir déployer tout ce temps. Ouais. À toutes les mamans, toutes les femmes congolaises, toutes les femmes africaines qui partagent notre détresse, notre cause. Merci. Alors, il ne reste plus qu'à vous remercier, vous deux. Merci beaucoup de la grandeur de l'interview ou du débat. Contrairement à ce que nous suivons au Congo, c'est du tohu-bohu sur le plateau. Mais ici, on sent que nous avons la matière. C'est pourquoi nous parlons de la diaspora qui doit servir d'exemple. Alors, nous espérons que beaucoup ont suivi sur la radio et sur la télévision et nous suivrons en différé. Et nous espérons que nous aurons beaucoup de retombées ou bien de leurs réactions. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci bien. Bon après-midi à tous et bonne soirée à ceux qui sont loin. Merci beaucoup. Bye bye. OK, bye. Pour vous qui êtes toujours sur Makolo Digital Télévision, nous vous remercions grandement pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner en nous suivant chaque week-end dans l'émission intitulée Analyse, décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City, et à la prochaine. Ciao.